Mets-toi à genoux, garçon. Tu as choisi le mauvais bâtiment à examiner aujourd'hui. 3 officiers blancs entourent un homme noir distingué portant un costume sur mesure, arme dégainée, le genou d'un officier appuyant déjà sur son dos malgré son absence de résistance. J'ai dit genou, tu es sourd? C'est une propriété fédérale. La montre coûteuse de l'homme capte la lumière alors qu'il est forcé au sol, le visage pressé contre le marbre. J'ai une pièce d'identité. Tais-toi. Mains où nous pouvons les voir. Tu crois que nous sommes stupides? Des gens comme toi n'ont pas leur place ici. Avec une lenteur douloureuse, ils lui permettent de mettre la main dans sa veste. L'officier principal ricane, s'attendant à des excuses. Au lieu de cela, l'homme produit non seulement une pièce d'identité mais aussi un badge fédéral, l'agent spécial en charge du FBI, Derek Coleman. C'est mon opération, et vous êtes tous filmés. Les visages des officiers se décolorent à mesure que la réalisation s'impose. Le regard de Coleman promet des conséquences qui pourraient ébranler tout un système. Coleman sort de sa berline banalisée, ajustant son costume sur mesure en scrutant le complexe de bureaux étincelant de Philadelphie. Le soleil de fin d'après-midi scintille sur la façade en verre. La tour Atlas Financial abrite 12 entreprises, dont 3 sont des cibles de son enquête complexe sur la criminalité financière. Il consulte sa montre 19h15. Timing parfait, la plupart des employés sont partis, présence de sécurité minimale. Il ajuste son écouteur, restant en contact avec son équipe postée autour du périmètre. Reconnaissance initiale seulement ce soir, l'opération complète se déroule demain à 9h. Il entre par le hall principal, projetant l'assurance d'un héritier qui a sa place, aucun identifiant FBI, aucune pièce d'identité visible, protocole standard P. Coleman contourne le coin près de la banque d'ascenseur, dictant ses observations. Police, arrêtez-vous là. 3 officiers bloquent son chemin, la main de l'officier principal repose sur son holster. Coleman s'immobilise, évaluant la situation. Il lève lentement les mains, paume en avant. Bonsoir, officier. Y a-t-il un problème? Tanné, la quarantaine bien entamée, cheveux courts, mâchoire serrée, s'avance. La sécurité du bâtiment a signalé une activité suspecte. Que faites-vous ici après les heures de fermeture? Coleman garde sa réponse vague. Il effectue une évaluation de la propriété. Révéler maintenant son statut FBI compromettrait des semaines de préparation à l'enquête. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et Barrett désigne accusatoirement. C'est lui. Il erre sur les étages restreints depuis presque 30 minutes. Pièce d'identité, exige Tanné, main toujours près de son arme. Coleman hoche la tête. Je vais chercher mon portefeuille. Lentement, aboie Tanné, dégainant. Barrett intervient. Je ne l'ai jamais vu avant. Il n'a pas l'autorisation pour les étages exécutifs. Coleman sort soigneusement son portefeuille. Je suis autorisé à être ici. Par qui? Conteste Barrett. Tanné prend le permis de conduire de Coleman, ignorant délibérément les identifiants fédéraux visibles derrière, et l'examine avec suspicion manifeste. Monsieur Coleman, insiste Tanné sur l'adresse civile. Pouvez-vous expliquer quel type d'évaluation implique de photographier les caméras et les sorties? Coleman répond que c'est la procédure standard, notant la position du second officier bloquant l'escalier. Si vous voulez vérifier que c'est mon bâtiment, interrompt Barrett, la voix montant, je vous dis qu'il est en intrusion. Coleman lève un sourcil. Votre bâtiment? Quelle preuve, à part mon apparence, suggère que je n'ai pas mappé? La Sissi? Barrett, déconcerté, cite le comportement de Coleman insistant sur le fait qu'il a examiné les dispositifs de sécurité et pris des notes. Tanné rend seulement le permis de conduire. Nous avons reçu des rapports crédibles d'activités suspectes. Cela suffit pour agir. Coleman note l'omission délibérée de ses identifiants fédéraux. Prendre des notes sur un téléphone équivaut maintenant à une activité suspecte. Les yeux de Tanné se plissent. Dernier avertissement. Prouvez que vous avez une affaire légitime ici ou partez menotté. Coleman calcule ses options en une fraction de seconde. Révéler son statut au FBI mettrait fin à la phase secrète d'une enquête de plusieurs millions de dollars. Les cibles se disperseraient, des mois de travail seraient perdus. Je vais coopérer, déclare-t-il calmement, mais j'ai besoin de vos noms et numéros de badge d'abord. Tanné hésite, puis récite ses informations à contre-séhure. Les autres font de même. Déplaçons cela dans le hall, ordonne Tanné, se plaçant inutilement près de lui. Barrett avance d'un pas décidé, jouant devant un public qui n'existe pas encore. Nous devons sécuriser les lieux,
annonce-t-il à voix haute en entrant dans l'ascenseur. Le hall contient quelques travailleurs tardifs, majoritairement des professionnels blancs rassemblant leurs affaires. Les têtes se tournent alors que les officiers escortent Coleman à travers le marbre. Barrett élève la voix pour les faits. Menace de sécurité neutralisée, mesdames et messieurs. Rien à craindre. Les smartphones apparaissent, les gens filment. Coleman garde une expression neutre mais veille à ce que son visage soit visible dans leurs enregistrements. La collecte de preuves fonctionne dans les deux sens. Tanner lui ordonne, tenez-vous ici, sous les lumières les plus vives du hall. Videz vos poches. Tout sur le bureau. SL. À procédure standard pour quelqu'un qui n'a été accusé de rien? Demande Coleman d'une voix claire. Faites-le simplement, rétorque Tanner sèchement. Coleman obéit méthodiquement. Portefeuille, téléphone, clé, un petit carnet. Tanner s'empare du carnet et feuillette les pages d'observation sur le bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Plan d'étage, note de sécurité. Ça ressemble à une planification criminelle pour moi, dit Tanner en le brandissant. Ce sont des observations professionnelles, répond Coleman. Rien d'illégal à noter les caractéristiques d'un bâtiment. Une foule se forme, Barrett se gonfle, jouant au héros de la sécurité. Son regard pointé vers Coleman rend le sous-texte clair, de gens comme vous. Coleman repère deux femmes noires parmi les spectateurs, leurs expressions mélangeant reconnaissance et résignation. Avons-nous terminé? Demande Coleman après que Tanner a examiné ses affaires. Ou voulez-vous continuer ce spectacle public? Ne soyez pas malin, prévient Tanner, rendant les affaires de Coleman avec une brutalité délibérée. Nous vous escortons dehors. Ne revenez pas sans autorisation appropriée. Dehors, sans public mais sous la caméra de sécurité nocturne, le professionnalisme de Tanner flanche. Laissez-moi être clair. Il serait plus intelligent de ne pas revenir dans ce bâtiment. Est-ce une menace? Demande Coleman doucement. Ou m'interdisez-vous l'accès en fonction de ma race plutôt que de mes actions? Tanner se raidit. Je vous avertis concernant les accusations d'intrusion. La prochaine fois, ce ne sera pas une conversation amicale. Coleman mémorise chaque détail, le positionnement des officiers, le théâtre sécuritaire de Barrett, les témoins, la menace voilée de Tanner, sa formation au FBI et la collecte de preuves servant un but qu'il n'avait jamais anticipé. Alors que la voiture de patrouille s'éloigne, son téléphone vibre, l'appel du directeur du FBI, Lawson. Ça s'est encore produit, monsieur, dit Coleman doucement, regardant la V. Voiture disparaître. La voix de Lawson est nette et préoccupée. Coleman relate la confrontation avec précision, suspicion injustifiée, escalade de Tanner, humiliation publique mise en scène pour un effet maximal. Sa colère contrôlée est évidente. À vous de décider, Derek. Lawson dit que l'on peut reporter l'opération, réaffecter. Non, répond Coleman immédiatement. L'enquête financière se poursuit comme prévu, mais il documente l'incident pour un protocole secondaire. Vous êtes certain que révéler votre statut demain fera passer le message plus efficacement. Silence, puis compréhension. Soutien total du bureau. Documentez tout, ordonne Lawson. Coleman ouvre une application sécurisée et dicte un rapport détaillé. Nom, numéro de badge, horodatage, citations exactes, description des témoins. Le rapport est envoyé à la division des droits civiques du FBI, suivant les incidents de billets. Dans une chambre d'hôtel servant de centre de commandement temporaire, Coleman épingle des photographies des cibles de demain, cadres financiers impliqués dans un complexe stratagème de fraude opérant depuis l'immeuble Atlas et ajoute 3 nouvelles photos. Barrett, Tanner et l'officier de patrouille. 3 mois plus tôt, dans le bureau du directeur Lawson. Des images de surveillance avaient montré un autre agent noir du FBI entouré par la police locale lors d'une opération sous couverture. Forcé de révéler prématurément son statut fédéral. C'est le 5e incident ce trimestre, avait dit Lawson en se massant les tempes. Nous perdons des opérations parce que nos agents de couleur ne peuvent pas mener des reconnaissances sans être profilés. Maintenant, Coleman appelle l'agent Rivera, son second. Nous devons ajuster les paramètres de demain. La sécurité du bâtiment et la police locale pourraient devenir des facteurs hostiles. Ils t'ont forcé? Mande Rivera. Pas exactement, explique Coleman. Ils ont fait des suppositions. Nous allons nous en servir. Pendant ce temps, Barrett est assis dans un bar d'hôtel avec un collègue, sirotant un whisky. J'ai dû escorter quelqu'un dehors ce soir. Personnage suspect scrutant le 14e étage. Ah oui? Demande son collègue, peu impressionné. Tu connais le type?
continue Barrett, baissant la voix. Il n'avait pas sa place là-bas, essayait de faire comme s'il appartenait à l'endroit, mais je n'ai pas été trompé. Son collègue se tortille, mal à l'aise. Qu'est-ce qui l'a rendu exactement suspect? Barrett hésite. Instinct professionnel. 20 ans dans la sécurité. On développe un sens pour ces choses. De retour dans sa chambre d'hôtel, Coleman passe en revue les dossiers une dernière fois. L'enquête sur Atlas représente des millions en fraude d'investisseurs, blanchiment d'argent via des sociétés écrans liées au crime organisé, tout opérant derrière la façade de verre respectable que Barrett protège Ciselam, mais seulement contre certaines personnes. Coleman prend sa décision. Demain, 2 enquêtes se dérouleront simultanément. L'opération sur les crimes financiers planifiés depuis des semaines et la documentation du biais systémique dont il a été témoin direct. Il pose ses identifiants du FBI sur la table de nuit, symbole de l'autorité qu'il a délibérément retenue. Demain, dit Coleman arrivera sur une ligne sécurisée, nous menons 2 raids au lieu d'un seul. La lumière du matin brille sur le coupe-vent FBI de Coleman alors qu'il traverse les portes tournantes de l'immeuble Atlas. Derrière lui, 12 agents en tenue assortie forment une formation tactique précise, chacun équipé de caméras corporelles et de mandats fédéraux. Coleman porte désormais ouvertement ses identifiants, le bouclier doré du FBI brillant. Son expression est neutre, mais sa posture dégage l'autorité. La tasse de café de Barrett s'arrête à mi-chemin de sa bouche à leur cul. Puis il regarde le flux vidéo. Son visage se tord entre reconnaissance et alarme. Il tâtonne pour son téléphone, appelant directement Tanné. Le type d'hier, il est de retour avec une équipe. Il porte des vestes FBI. Coleman s'approche du poste de sécurité où un gardien est ébahi par la présence fédérale. Agent spécial en charge Coleman, FBI. Il présente ses identifiants et mandats. Nous avons besoin des cartes maîtres et des protocoles de sécurité. Barrett apparaît, rouge de confusion. Agent, je ne réalisais pas hier, il semble y avoir eu un malentendu. Coleman se tourne, regard clinique. Monsieur Barrett, nous exigeons un accès immédiat au lieu suivant. Il fait glisser des documents sur le comptoir, ignorant les excuses de Barrett. Tremblant, Barrett s'éloigne pour appeler Harold Westfield, le propriétaire de l'immeuble. Monsieur, le FBI est là avec des mandats. L'homme que j'avais fait sortir hier, c'est lui qui les dirige. Coleman déploie son équipe avec précision. Rivera, prenez le 14e. Jackson, le 15e. Williams, sécurisez la salle des serveurs. Les agents se dispersent tandis que Barrett regarde, impuissant. Ces protocoles, Ciselam appliqués hier, sont désormais insignifiants sous l'autorité fédérale. Tanné arrive 7 minutes plus tard, uniforme mis à la hâte. Il s'immobilise à l'entrée du hall, regardant les agents remplir des sacs de preuves. Son expression se transforme en horreur en voyant Coleman diriger. Coleman lui fait un signe professionnel de la tête. Rien de plus. La dynamique de pouvoir s'est inversée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, révélant Harold Westfield, distingué et aux cheveux argentés. Il s'arrête net en prenant conscience de la présence du FBI. Coleman s'avance calmement. Monsieur Westfield. Je suis l'agent spécial en charge d'Eric Coleman, division des crimes financiers du FBI. Il tend le mandat. Ceci détaille l'étendue de notre enquête sur la fraude sur titre et le blanchiment d'argent impliquant Westfield Holdings, Atlas Investment Partners et Meridian Trust. Barrett s'approche, en sueur. Monsieur Westfield, voici l'individu dont je vous ai parlé lors de l'incident d'hier. Le regard de Coleman se tourne. Oui, monsieur Barrett. Peut-être souhaitez-vous expliquer comment vous m'avez signalé comme suspect uniquement basé sur mon apparence. Barrett bredouille, silencieux. Je n'ai connaissance d'aucun incident, intervient Westfield. Barrett agit de manière indépendante. Intéressant, note Coleman. Les relevés téléphoniques montrent qu'il vous a appelé immédiatement après que j'étais escorté dehors. Westfield se raidit. Je possède cet immeuble. La sécurité m'alerte naturellement. Tanné intervient. Monsieur, nous avons répondu à un signalement de personnes suspectes. Procédure standard. Coleman répond avec politesse calculée. Tout comme il est procédure standard pour le FBI d'enquêter sur d'éventuelles violations des droits civiques parallèlement aux crimes financiers. Le mot « violation » tombe comme un coup. Barrett pâlit. Le masque de Tanné glisse. Agent Rivera, appelle Coleman.
Travailler avec Monsieur Barrett pour accéder aux zones sécurisées restantes. Barrett hésite, mal à l'aise de recevoir des instructions de Rivera, révélant encore un autre niveau de biais que Coleman note silencieusement. J'ai des contacts à Washington, tente à nouveau Westfield, qui seront très intéressés par ce dépassement de Pouveau. En face de lui se trouve Westfield, Barrett, Taney, l'agente et 2 responsables de police. Coleman commence formellement. Agent spécial en charge Derek Coleman, vétéran de 15 ans du FBI. J'ai dirigé des enquêtes ayant conduit à 127 condamnations fédérales pour crimes financiers, corruption publique et violation des droits civiques. Il active un affichage montrant ses titres et distinctions. J'ai personnellement demandé cette mission après que de multiples rapports aient indiqué des schémas à la fois d'irrégularités financières et de pratiques discriminatoires dans cet immeuble et ses environs. Barrett se tortille, mal à l'aise. Le visage impassible de Westfield se tend. Taney fixe la table. La pièce vibre de tension, alors que 2 enquêtes, corruption financière et biais systémique, se croisent sous le commandement de Coleman. Ma position me confère l'autorité opérationnelle directe du directeur du FBI et de la direction du DOJ, poursuit Coleman. Je suis autorisé à suivre toutes les pistes d'enquête pertinentes, y compris celles qui émergent de manière inattendue. Il tape sur sa tablette, affichant un nouvel écran. Monsieur Barrett, au cours des 12 derniers mois, vous avez signalé 17 fois des individus suspects à la police locale. Les 17 étaient des personnes de couleur. Les 17 étaient des visiteurs ou travailleurs légitimes. Aucun n'a donné lieu à des poursuites pénales. Le visage de Barrett se décolore. Ce schéma a fourni la base de notre enquête double, explique Coleman, se tournant vers les responsables de police. La fréquence et la cohérence de ces incidents soulèvent des préoccupations dépassant de simples erreurs de jugement isolées. Le responsable senior de la police, un commissaire adjoint, retire ses lunettes. Agent Coleman, je vous assure que le département prend ces allégations au sérieux. Je suis certain que vos US le fait maintenant, reconnaît Coleman. Cependant, le schéma suggère des problèmes systémiques nécessitant plus que de simples assurances. Coleman passe à l'écran suivant. La division des droits civiques du FBI enquête sur les schémas de profilage racial à l'échelle nationale. L'incident d'hier a fourni une documentation contrôlée. Westfield se redresse, comprenant toutes les implications. Pour être clair, s'adresse Coleman directement à Westfield, vos crimes financiers et les pratiques discriminatoires de M. Barrett seront considérés comme des enquêtes potentiellement liées. La possibilité que des pratiques de sécurité discriminatoires aient été favorisées pour détourner l'attention des opérations financières est maintenant un angle d'enquête actif. L'avocat de Westfield griffonne frénétiquement. Coleman active un écran vidéo. Les images de la caméra corporelle de l'officier Taney d'hier passent en silence, montrant la confrontation. L'absence de suspicion raisonnable devient évidente. L'inconfort de l'agente est visible, soutenant sa décision de témoigner. Coleman met la vidéo en pause. Ma décision de ne pas m'identifier immédiatement comme FBI était délibérée, explique-t-il. Cela documentait comment un professionnel noir est traité sans autorité fédérale. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des 17 autres sans badge ayant subi un traitement similaire. La pièce se tait. Coleman se révèle non pas comme une victime, mais comme l'autorité fédérale documentant méthodiquement la discrimination systémique. Monsieur Westfield, vos sociétés sont suspectées d'avoir fraudé des investisseurs d'environ 47 millions de dollars via des schémas de Ponzi déguisés, déclare Coleman. Monsieur Barrett, vos pratiques de sécurité montrent une application discriminatoire, créant un accès hostile basé sur la race. Officier Taney, les images de votre caméra corporelle révèlent une escalade sans suspicion raisonnable, cohérente avec le profilage racial. Coleman referme sa tablette. Le FBI mène des enquêtes parce que l'accès et le traitement équitable devant la loi sont non négociables. Des principes qui ont été violés à plusieurs reprises et systématiquement dans cet immeuble. Le commissaire adjoint se racle la gorge. Nous coopérons pleinement, agent Coleman. Je m'y attendais, répond Coleman. Les décisions que vous avez prises hier et au cours des mois précédents ont des conséquences bien au-delà de ce que vous imaginiez. Ces conséquences commencent aujourd'hui. Cascade de conséquences. Jour 1. Les comptables judiciaires du FBI découvrent que la fraude s'étend à 68 millions de dollars, impliquant des sociétés écrans, des déclarations falsifiées et des transferts offshore. L'enquête s'élargit en collaboration avec la SEC. Jour 3. Barrett reçoit un congé administratif. L'immeuble publie une politique de non-discrimination. Jour 5. Les affaires internes de la police enquêtent sur Taney. Le témoignage de l'agente se révèle décisif. 3 autres officiers corroborent le schéma.
Une formation immédiate et des réformes de politique sont annoncées. Jour 7. La division des droits civiques du DOJ établit un groupe de travail officiel traitant du chevauchement entre crimes financiers et discrimination. Jour 9. Les tentatives de Westfield de tirer parti de ses connexions politiques échouent, alors que Coleman documente une obstruction potentielle à la justice. Jour 12. L'ACOU. L'avocat de Westfield tente de présenter des erreurs administratives, mais les preuves méthodiques de Coleman démolissent cette défense point par point, rendant le dossier inattaquable. Ce n'étaient pas des erreurs, explique Coleman, affichant les transferts financiers sur les écrans du tribunal. Le schéma démontre une fraude délibérée et systématique soutenue pendant 7 ans. Monsieur Westfield a créé des structures élaborées spécifiquement pour dissimuler l'activité criminelle. Le juge refuse la libération sous caution de Westfield, citant le risque de fuite et l'ampleur des charges. Alors que les marshals fédéraux l'emmènent, Westfield lance un regard furieux à Coleman, qui reste professionnellement détaché, concentré sur la justice plutôt que sur une vengeance personnelle. Dès l'autre côté de la ville, l'officier tanné fait face à un comité d'examen interne. L'agente qui s'était manifestée fournit un témoignage accablant, révélant des schémas d'application discriminatoires. D'autres officiers suivent son exemple, brisant le mur bleu du silence. J'ai observé l'officier tanné intensifier les confrontations avec des minorités au moins 12 fois sans suspicion raisonnable, témoigne-t-elle. La défense de Tanné s'effondre alors que les images des caméras corporelles, les plaintes de civils et les dossiers départementaux révèlent un schéma documenté. Le comité recommande un licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites pénales pour violation des droits civiques. À l'EEOC, Barrett fait face à des accusations concernant des pratiques de sécurité discriminatoires dans l'immeuble. Lorsqu'on lui demande s'il exigeait des identifications des visiteurs blancs au même rythme que des minorités, ses explications vagues échouent. Les images de sécurité montrent qu'il ciblait systématiquement les minorités tout en laissant passer les visiteurs blancs sans contrôle. Colem en assiste aux audiences, fournissant un témoignage et observant la mise en œuvre des systèmes de responsabilité. Sa présence souligne les conséquences de sous-estimer quelqu'un en fonction de sa race. Le département de police conclut un décret de consentement sous supervision fédérale, s'engageant à la formation, à des réformes de politique et au suivi des schémas d'interception. Les actifs de Westfield sont gelés et des procédures commencent pour restituer les fonds aux investisseurs floués. Barrett, désormais inemployable dans la sécurité, accepte un règlement incluant une formation anti-discrimination et des sanctions financières. Coleman conserve sa maîtrise professionnelle, recherchant la responsabilité systémique plutôt que la vengeance personnelle. Lors de l'audience fédérale finale sur les violations des droits civiques, il témoigne, cette affaire ne concerne pas un incident ou un individu unique. Elle documente un schéma où l'apparence déterminait l'accès, le biais se déguisait en sécurité, et la discrimination protégeait les crimes financiers. Chaque élément renforçait les autres dans un système conçu pour échapper à l'examen tout en facilitant l'activité illégale. Le juge adopte les recommandations de Coleman, sanctions pour Westfield, Barrett et Tanné, et réformes obligatoires de la sécurité des bâtiments, de la formation policière et de la supervision financière dans tout le district. Coleman annonce à l'extérieur du palais de justice que l'enquête dépasse les conséquences individuelles, les caméras captant ses mots pour une diffusion nationale. 6 mois plus tard, Coleman s'adresse à 200 diplômés de l'Académie du FBI. Les crimes financiers ont créé des ressources pour l'influence. Les pratiques discriminatoires ont fourni des boucliers contre l'examen. Chaque élément a rendu l'autre possible. Il explique comment l'enquête double a catalysé des réformes plus larges. Formation contre les biais à l'échelle du secteur, évaluation trimestrielle de sécurité, suivi anonymisé des interactions de sécurité et examens algorithmiques des caméras corporelles. Les incidents discriminatoires ont diminué de 76% en 6 mois. L'agente ayant témoigné dirige désormais une unité des normes professionnelles avec un rapport direct au commissaire. Le travail de Coleman inspire la création d'une unité permanente de conformité aux droits civiques du FBI et devient un protocole d'enquête standard, axé sur les schémas systémiques plutôt que sur les incidents isolés. Les institutions financières et de sécurité adoptent volontairement des réformes, incitées par des certifications de conformité et des réductions de primes d'assurance. Coleman privilégie la transformation à la reconnaissance, refusant une promotion pour rester sur le terrain à encadrer les agents. Les systèmes, pas seulement les individus, doivent être responsables. Les réformes mesurables réduisent la discrimination, améliorent l'efficacité des forces de l'ordre et restaurent l'équité dans plusieurs secteurs. Coleman conduit parfois devant l'immeuble Atlas. Sous une nouvelle direction, le hall affiche une plaque commémorant les réformes sans le nommer. Le vrai progrès, réfléchit-il, se voit dans la vie quotidienne. Des professionnels entrant dans des bâtiments sans obstacles inutiles, la sécurité basée sur le comportement plutôt que sur l'apparence, et des institutions appliquant la responsabilité de manière proactive. La justice n'est pas seulement une punition. Dit Coleman à un mentoré à l'Académie du FBI. C'est la transformation. La véritable responsabilité crée un changement durable. Les systèmes comptent autant que les individus.
L'impact le plus profond est invisible. Des confrontations qui n'ont jamais lieu, des carrières non entravées par les préjugés, des talents préservés des barrières discriminatoires. Le progrès se mesure non pas à ce qui se produit, mais à ce qu'il est plus nécessaire de subir.